Mon histoire commence vraiment un soir, alors que je cherchais désespérément une solution dans l'obscurité de ma chambre à Nantes. J'avais 22 ans, et le monde que je connaissais s'écroulait autour de moi, page après page, comme un vieux livre moisi. Je me sentais impuissante, rongée par la colère et la tristesse. Mon père, l'homme qui avait toujours été mon roc malgré un passé compliqué, s'était transformé sous mes yeux, manipulé par une femme qui semblait n'avoir qu'un seul but, tout prendre. C'est dans cette solitude, tapie dans l'ombre de mes pensées les plus sombres, que j'ai navigué sur Internet, cherchant de l'aide là où je n'aurais jamais pensé en trouver. Je suis tombée sur un post, quelque chose qui parlait de nuit, d'intuition et de preuves. C'était sur Instagram, posté par une détective privée de Lyon. Je me souviens des mots exacts, D7, nuit étoilée, nuit urbaine sur Lyon. Le silence parle parfois plus fort que les preuves. Sous la lumière blafarde d'un lampadaire, mes pas résonnent seuls sur les pavés encore humides. Entre deux enquêtes, j'écoute l'écho de l'ombre, ce territoire entre intuition et certitude où la vérité surgit parfois, où on ne l'attend pas. Dans ce jeu de patience, l'essentiel se joue loin des projecteurs. Pour un détective moderne, le doute est une force et non une faiblesse. Et vous, où trouvez-vous vos réponses lorsque le monde dort? Ce texte, ces réflexions sur la vérité qui se cache et sur la nécessité d'écouter les ombres, ont résonné en moi d'une manière étrange. La détective s'appelait Clara, et son agence s'appelait Mi-On Detective. Lyon me semblait loin de Nantes, mais sa démarche, cette idée de chercher la vérité patiemment, m'a donné une lueur d'espoir dans mon chaos. J'avais besoin de quelqu'un qui comprenne que certaines vérités ne sont pas criées sur les toits mais chuchotées dans l'obscurité, des vérités sur la manipulation et la trahison que j'étais en train de vivre. Ma vie n'a jamais été un long fleuve tranquille. Mes parents ont divorcé quand j'étais petite parce que mon père avait eu une liaison dont était née sa nouvelle compagne, celle que j'appelle maintenant la femme. Ironiquement, mon père a toujours été le parent gentil, celui qui s'excusait pour tout et voulait nous faire plaisir, mon père et moi, tandis que ma mère était plus instable. J'ai grandi en sachant cette histoire mais je n'en parlais jamais, j'acceptais la nouvelle famille de mon père par respect pour lui. Les choses ont basculé à l'automne. Mon père est malade depuis longtemps, mais il a développé un cancer du poumon il y a quelques années, puis des métastases au cerveau. Je lui rendais visite autant que je pouvais, essayant de le faire arrêter de fumer, de mieux manger. Il m'a fait promettre de ne rien dire à ma grand-mère, sa mère, qui avait été dévastée par la mort récente de son propre mari, lui aussi emporté par un cancer. J'ai détesté ce mensonge, mais j'ai accepté pour ne pas l'inquiéter davantage. Bien sûr, le secret n'a pas duré. Ma grand-mère a fini par apprendre la vérité et m'a appelée, paniquée, en plein milieu de mes examens universitaires. Elle est allée voir mon père avec des cadeaux, de l'argent qu'elle avait mis de côté, une somme importante pour elle. Mais elle a été accueillie par la femme, qui lui a hurlé dessus, lui reprochant de ne pas l'avoir acceptée dans la famille à cause de ce qui s'était passé avec mes parents. Mon père, au lieu de défendre sa mère, a pris le parti de cette femme et a mis ma grand-mère à la porte. Il a même cessé de lui parler. J'étais sous le choc, abasourdi par ce comportement. Après une semaine à ruminer ma colère et ma peine, j'ai appelé mon père. Je lui ai reproché son attitude, j'ai tout déversé, l'adultère, tout ce que j'avais gardé en moi pendant des années. Dans ma rage, j'ai même traité la femme de traînée, ce que je pensais sincèrement qu'elle était. Mon père a continué à me mentir, à nier des évidences. Je n'en pouvais plus, j'ai raccroché. 2 jours plus tard, ma grand-mère m'appelle à nouveau bouleversée. Mon père était en train de nous retirer, à mon frère et à moi, l'argent pour nos études qu'il avait placé chez elle. Je suis allée chez ma grand-mère, elle m'a passé le téléphone après avoir parlé à mon père. Quand je lui ai demandé pourquoi il faisait ça, il a dit que c'était pour payer son traitement. Il m'a accusé de vouloir sa mort, il a insulté ma grand-mère d'une façon que je n'aurais jamais imaginée de sa part, c'était impensable dans notre culture de parler ainsi à sa propre mère. Il répétait que je voulais qu'il meure, encore et encore. J'étais en larmes, mon cœur battait à tout rompre. Je lui ai dit de tout prendre et de ne plus jamais me parler. Pendant des mois, je n'ai eu aucun contact avec lui. Je ne pouvais pas croire que mon père, le gentil papa qui s'était toujours démené pour nous et ses amis, puisse faire une chose pareille. Ma grand-mère, elle, contrairement à mon frère et moi, essayait encore de parler à son fils unique,
mais il restait tâmé, prétendant même dans notre conversation téléphonique qu'elle nous avait montés contre lui, ce qui était totalement faux. Elle insistait même pour que nous soyons plus compréhensifs envers notre père mourant. Et moi aussi, je me torturais l'esprit pendant des mois, me demandant si j'avais eu tort, si j'étais trop dur. Finalement, j'ai rassemblé mon courage et je l'ai rappelé. Il a accepté que je vienne chez lui, ce qui s'est passé là-bas a été une révélation glaçante. Cette saleté de femme a tout fait pour me provoquer, pour me mettre hors de moi. Mon père lui-même a dit des choses incroyablement blessantes. Et puis, sans le vouloir, elle a avoué pendant la conversation qu'elle avait délibérément maltraité ma grand-mère. C'est là que j'ai compris. J'ai vu l'étendue de sa manipulation. Malgré ma nature impulsive, j'ai réussi à rester calme, à ne pas exploser. J'ai terminé la rencontre de manière civilisée, j'ai même fait un câlin à mon père avant de partir. Les choses étaient toujours tendues, mais j'avais vu clair. Cette femme empoisonnait son esprit, elle avait réussi à prendre le contrôle de tous ses biens, mettant tout à son nom ou à celui de membres de sa famille. Je me fichais de son argent, mais je ne pouvais pas supporter qu'une personne aussi malfaisante s'en sorte et construise son bonheur sur le malheur des autres. Elle avait fait tant de choses horribles que je ne pouvais même pas toutes les lister. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je ne pouvais pas régler ça seule, que mes tentatives pour raisonner mon père étaient vaines tant qu'elle était là, que mes émotions me submergeaient et m'empêchaient d'agir efficacement. Mes proches me mettaient en garde contre toute action illégale, ils avaient peur pour moi. Moi, j'étais prête à tout, même à envisager des choses folles comme des malédictions, j'en étais arrivée à un point de désespoir où l'idée d'aller en enfer ne m'effrayait plus autant que l'idée de la laisser gagner. Mais leurs avertissements m'ont fait réfléchir, me rappelant que la vengeance aveugle pouvait me détruire moi-même. Je devais trouver un autre moyen, un moyen qui la frapperait là où ça faisait mal, tout en me protégeant. C'est là que la recherche en ligne m'a menée à Lyon, à Clara et à Mi Detective. Son poste sur la nuit urbaine, l'intuition et l'épreuve, m'a fait espérer qu'elle pourrait m'aider à éclairer cette obscurité dans laquelle j'étais plongée. J'ai pris mon téléphone, le cœur battant, j'ai contacté Clara et, après lui avoir brièvement exposé ma situation au téléphone, elle a accepté de me rencontrer. J'ai pris le train pour Lyon. Le rendez-vous était dans ses bureaux, discret et professionnel. Clara était telle que je l'avais imaginée en lisant son poste, calme, posée, avec un regard incroyablement attentif et intelligent. Je lui ai raconté toute l'histoire, depuis l'adultère de mon père, il y a des années jusqu'à la scène avec ma grand-mère et l'argent des études, et enfin cette dernière rencontre où j'avais vu la manipulation à l'œuvre. Je lui ai parlé de la façon dont la femme avait pris le contrôle des biens de mon père, mettant tout à son nom ou à celui de sa famille. Je lui ai dit ma rage, mon impuissance, mon désir de vengeance, mais aussi la peur que j'avais d'agir illégalement. Clara m'a écouté sans m'interrompre, posant seulement quelques questions précises pointues. Elle a hoché la tête. Ce que vous décrivez s'apparente à de l'abus de faiblesse et à une potentielle escroquerie, a-t-elle dit d'une voix mesurée. Mais pour agir, il faut des preuves solides, des preuves légales. On ne peut pas se baser sur des sentiments ou des suppositions. Un détective travaille dans le cadre de la loi. Mon rôle serait de rassembler ces preuves pour vous, de documenter les transferts d'actifs, de vérifier le passé de cette femme, de chercher des témoignages, si possible, qui corroboreraient cette emprise qu'elle a sur votre père. Elle m'a expliqué les démarches, les coûts, la discrétion absolue. Son approche réaliste et légale m'a rassuré et redonné courage. Ce n'était pas la vengeance aveugle que j'avais envisagée dans mon désespoir, mais une voie vers la justice, vers la possibilité de démasquer cette femme légalement. J'ai engagé Clara. De retour à Nantes, j'attendais, pleine d'espoir et d'appréhension. Clara et son équipe à Lyon ont commencé leur travail d'ombre, celui qu'elle décrivait dans son post Instagram. Elle vérifiait les registres, suivait les pistes financières, utilisait ses contacts. Le temps semblait s'étirer. Elle m'appelait régulièrement pour me faire des points d'étape, toujours avec cette même voix calme et professionnelle. Elle avait découvert des transferts de propriétés inhabituels, des procurations signées récemment, des mouvements d'argent suspects. Elle avait aussi trouvé des informations sur le passé de la femme, qui suggéraient un comportement manipulateur récurrent, bien que ce ne soit pas directement utilisable légalement. Le moment crucial est arrivé quand Clara a rassemblé un dossier. Des dates, des noms, des montants.
des preuves écrites que cette femme avait orchestré le transfert d'une partie significative des biens de mon père vers elle et les siens, dans les mois suivant l'aggravation de son état de santé. Ce n'était pas une preuve irréfutable d'abus de faiblesse au sens pénal, mais c'était une base solide pour une action en justice au civil, pour contester ces transferts, pour demander des comptes. Clara m'a mis en relation avec un avocat spécialisé en droit de la famille et succession à Nantes, un professionnel aguerri qui connaissait ce genre de situation délicate. Je suis allée le voir, avec le dossier préparé par Clara. L'avocat a examiné les documents attentivement. « C'est un bon début, mademoiselle Dubois », a-t-il dit. « Madame Clara a fait un excellent travail de documentation. Ce n'est pas gagné d'avance, prouver l'abus de faiblesse est complexe, surtout avec la volatilité de la volonté de votre père. Mais nous avons de quoi monter un dossier solide pour contester ces donations et transferts. Cela va prendre du temps, et ce sera une procédure difficile émotionnellement, mais nous pouvons essayer de protéger ce qui reste et surtout de démasquer cette femme au grand jour devant la justice. Ce n'était pas la fin de l'histoire, ni la vengeance spectaculaire que j'avais imaginée dans mes moments les plus sombres. C'était mieux que ça. C'était la justice qui frappait à la porte, lentement mais sûrement. J'ai donné le feu vert à l'avocat. La procédure a commencé. La femme a été sommée de répondre, de justifier ses mouvements de fond. Elle s'est débattue, a nié, mais les preuves de Clara étaient là, froides et implacables. Je ne sais pas encore comment tout cela va finir. Mon père est toujours sous son emprise, sa santé décline. Mais grâce à Clara, je ne suis plus seule dans l'obscurité. J'ai des outils, des preuves, et la justice de mon côté. La vengeance n'est pas toujours un feu dévastateur, parfois c'est simplement la vérité qui éclate au grand jour, bouleversant les plans machiavéliques et apportant une forme de paix à ceux qui ont été lésés. Cette femme ne pourra peut-être pas être poursuivie au pénal pour l'instant, mais sa tentative de s'accaparer les biens de mon père est maintenant publiquement contestée, sa réputation entachée. C'est une victoire silencieuse, discrète comme les pas d'un détective dans la nuit, mais elle est profonde. J'ai retrouvé l'espoir, non pas dans la destruction de l'autre, mais dans la défense de la vérité.